Bonjour et bienvenue dans le Lab Santé, le rendez-vous incontournable des professionnels de la santé. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui est à la fois fascinant et passionné, avec de multiples casquettes. Alors certes, je ne suis absolument pas objectif et je pense sincèrement qu'Antoine est ma rencontre de l'année. C'est un passionné de la vie, du ballon rond, du bon vin, de whisky, de gastronomie, de littérature et de musique. C'est surtout un passionné des êtres humains et des rencontres qui jalonnent notre existence. C'est une personne avec qui, sans nul doute, nous aurions plaisir à refaire le monde autour d'une bonne bouteille. Pour dresser un portrait d'Antoine Renaudin, il faut souligner son engagement profond et son côté toujours disruptif. En tant que directeur de la maison de retraite Saint-Joseph à Nancy, il a une vision unique de ce qu'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. Antoine, c'est une vision humaine et innovante. Antoine se bat pour transformer l'image austère des maisons de retraite. Ancien éducateur spécialisé, il a gardé cette fibre humaine qui le pousse à placer les résidents au cœur de toutes les décisions. Il les considère non pas comme de simples patients, mais comme des habitants, des personnes dont l'histoire et la dignité méritent d'être respectées. Dans cet état d'esprit, il a rebaptisé l'établissement le village Saint-Joseph, un nom bien plus chaleureux qu'EHPAD. Pour lui, il est essentiel de briser l'isolement et de redonner de l'intimité, de la personnalité aux espaces. Dorénavant, chaque couloir porte désormais un nom de rue, créant ainsi un véritable lieu de vie, de mémoire. Il y a notamment la rue des Mirabelles, etc. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors son approche est à la fois pragmatique et audacieuse. Il ose remettre en question les pratiques établies pour améliorer le bien-être des résidents. C'est lui, par exemple, qui a décidé de couper le chauffage en mai pour faire face à des difficultés budgétaires, tout en veillant à ce que personne n'ait froid et en commandant des couvertures supplémentaires. Pendant la crise de l'Ukraine. Pendant la crise de l'Ukraine, exactement. Alors, un choix difficile, mais qui montre bien son engagement, qui montre ton engagement à préserver les moyens financiers pour d'autres besoins essentiels. Antoine est également un fervent défenseur des approches non médicamenteuses et de la bientraitance. Il travaille constamment sur des projets innovants, comme l'accueil d'une jeune designeuse pour développer des textiles apaisants pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité accueillir Antoine, parce que c'est un véritable chef d'orchestre, dévoué. Et en tant que directeur, Antoine jongle entre la gestion humaine, opérationnelle et financière d'une structure qui accueille plus d'une centaine de personnes. En somme, Antoine est un visionnaire, un homme de terrain, qui met toute son énergie pour redonner de la chaleur, de la dignité et un sens profond à l'accompagnement des personnes âgées. Antoine, bonjour. Bonjour Gaël. Est-ce que tu souhaites apporter des précisions à ce portrait ? Ah oui, je suis obligé. Tu as dit que j'étais un amateur du ballon rond. Non, je suis un amateur du ballon ovale. Et ça, J'ai dit ballon rond ? Oui, ça c'est important. C'est pas sinon vrai. je vais avoir des soucis avec beaucoup d'amis. Ah, mais c'est exactement ce que je voulais dire en plus. Alors, pardon. Des soucis avec beaucoup d'amis, surtout en période de Coupe du Monde. Ah, mais bien sûr. Et en plus, j'ai écrit absolument. J'ai parlé de. J'ai écrit. Ouais, c'est une erreur parce qu'en plus, je voulais même mettre de l'ovalie pour être plus généraliste. Voilà. Donc oui, amateur de rugby. Donc merci pour ce portrait. Je m'y retrouve sur beaucoup de points, même si par modestie, des fois, c'est particulier de l'entendre. Bien sûr, absolument. Mais je te confirme que c'était une belle rencontre aussi que nous avons eue, des échanges. Et je crois que dès le début, on a été autour d'une bouteille. Exactement. Et aussi, nous avons parlé beaucoup de rugby. C'est pour ça que je me flagelle de m'être trompé là-dessus. Antoine, est-ce que tu peux nous raconter ton enfance ? Quelle a été ton enfance ? À mon enfance, alors moi je suis de la campagne
issu d'une famille modeste, mais mon père artisan, ma mère commerçante. Donc avec des parents qui bossent 6 à 7 jours sur 7. Oui. Euh, L'avantage, c'est qu'on travaille dans la maison, puisque le commerce de mes parents est dans la maison. Moi, j'ai une enfance heureuse. Je suis le petit dernier d'une fratrie de 3, même si je suis l'accident de parcours, puisque mes parents étaient très âgés et j'ai eu beaucoup d'écart avec mon frère et ma sœur. Ok. Donc, je suis assez chéri. Je fais une scolarité honorable jusqu'au collège, plus compliquée au lycée. Et puis, bah, je trouve ma voie assez vite, puisque moi, je travaille dans le médico-social et en tant qu'éducateur spécialisé depuis, j'ai commencé, j'avais 17 ans, depuis D'accord. en 91. Et ça change complètement ma vie. Donc, mais j'avais une maman qui m'avait très sollicité ou pas très sollicité, mais qui était toujours attentive au prochain, et un père également. Et donc, je pense que c'était facile pour moi à avoir ces gènes empathiques pour faire le métier que je fais aujourd'hui. Ce qui est assez rare, en fait, à cet âge-là, à 17 ans. Ouais, je peux pas l'expliquer. Après, il y avait des enfants handicapés, fauteuil roulant Mhm. dans mon village, quasiment de mon âge, donc j'ai grandi avec eux. Le regard, un regard normal, donc c'est assez bizarre. Ouais, Moi, des bien fois, je sûr. suis avec des handis physiques et ça peut choquer. Et moi, j'en oublie l'handicap. Et j'ai des collaborateurs qui sont dans ces situations-là. Et c'est des amis. Mhm. Et voilà, donc je me suis pas posé la question et je travaille que dans le médico-social non lucratif depuis ce moment-là. Et je n'y ai pas dérogé une seule fois. Parfait. Euh, Peux-tu, s'il te plaît, nous retracer ton parcours scolaire et professionnel, s'il te plaît? Ouais, scolaire, bah, donc jusqu'au lycée de campagne, Oui. donc issu du mouvement. Alors j'étais en école catho, c'était une Mhm. histoire familiale jusqu'au fin du collège, et puis après, les bons élèves du collège privé allaient dans le public, c'était un Mhm. truc un peu atypique, donc j'ai fait ça. Et puis après, moi je voulais déjà être éducateur spécialisé très tôt, mais j'étais plutôt dans une approche éducateur technique, parce que je D'accord. suis issu quand même du milieu plutôt manuel, artisanat. Et donc, je suis parti après le lycée, après avoir redoublé ma terminale, dans un IUT génie électrique. Et puis en cours d'année, je me suis aperçu que c'était pas du tout ça, qu'il fallait plutôt un CAP, Mhm. BEP et des années de pratique. Mais cette année-là a changé ma vie. C'est-à-dire que ma première année d'IUT, j'ai joué au rugby. J'ai découvert le rugby. Mon frère, il jouait déjà, mais moi, je n'étais pas dans le même lycée que lui, donc je n'avais pas pu. Donc j'ai commencé à mettre un pied dans le rugby. Et ma voisine, c'était mon épouse. C'est mon épouse Excellent. maintenant. Donc ma vie a été changée par cette année d'IUT. Et puis, bah, je me suis fait virer de l'IUT, parce que c'est en fonction du classement. Et donc j'étais le premier viré dans le classement, donc en bas de tableau. Ouais. Mais j'avais déjà un job Ou en premier assuré. sur le podium. Oui, au premier sur le podium des virés. Ouais, j'aime bien ton analyse, c'est assez important. Et donc, je suis parti, j'ai bossé dans le médico-social dès ce moment-là. J'ai bossé à Dole parce que mon épouse Oui. faisait ses études à Dijon. Et puis, pendant 1 an. Et après, j'ai passé le concours d'éducateur que j'ai eu à Dijon. Et donc, on s'est retrouvé avec mon épouse étudiant là-bas. Donc, on fait 3 ans là. Après, j'avais encore le service militaire. Alors, moi, j'ai fait un Ok. service civil dans les quartiers. Et puis, mon épouse est partie en formation à Aix-en-Provence et ça, elle est fonctionnaire. Et donc, son Mhm. premier poste a été à Nancy. On est D'accord. arrivé comme ça, un peu à reculons. J'avais quelques copains de lycée qui étaient étudiants ici. Et donc, on a décidé, Nancy, c'était notre deuxième choix. Le premier, c'était Besançon. Et on est arrivé un peu par accident à Nancy en se disant, on va vite partir. Et puis l'arrivée des enfants fait que on s'est installé à Nancy. Et donc moi, à Nancy, j'ai bossé en tant qu'éducateur chez Realise. Après, j'ai bossé dans les services de tutelle à l'UDAF, où dans mon histoire, j'ai été délégué du personnel. Donc j'ai commencé à mettre un pied dans le droit du travail, dans le droit social. Ok. Et avec cette approche-là, j'ai fait un bilan de compétences. Je voulais voir autre chose. Et Monsieur Blick, qui était un personnage nancéen, m'a orienté sur ce master en direction gestion des ressources humaines que j'ai fait à 30 ans. Donc j'étais déjà papa. Et donc j'ai passé un master de DGRH. Et après, je suis devenu DRH de l'ADMR en Meurthe-et-Moselle. Directeur adjoint, double compétence. Comme je venais du médico-social, j'ai accompagné la gestion des SIAD, l'aide à domicile, pendant 3 ans. Puis après, j'étais débauché par la concurrence.
Donc, je suis allé travailler dans une structure concurrente de la DMR, mais pour faire la même chose. Donc, une association d'aide et de soins à domicile. Donc, je dirigeais 2 SIAD et je développais l'aide à domicile. Pour des raisons statutaires, on est redevenu une association ADMR. Donc, je suis retourné, je regarde en général de bons termes avec mes anciens employés. Je suis retourné à l'ADMR et on a fusionné. Alors, ce n'était pas une fusion, on a modifié les statuts. Donc, parce que c'était une période compliquée, c'était la première crise économique, c'était 2009. Donc, les structures d'aide à domicile en ont souffert. Et puis, je suis resté là encore quelques temps et on est venu me proposer le poste de directeur d'EHPAD. En 2013, suite à un départ de la directrice. Et donc, j'y suis allé un peu à reculons, en me disant, à 40 ans, je suis un peu jeune pour aller en maison de retraite. Mais c'était vraiment la vision de la chose. Et je suis arrivé dans un EHPAD où il y avait peu de vie, peu d'âme. Il y avait une structure qui fonctionnait bien, qui était saine. Et je me suis dit, je vais vite partir. Et aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'y suis. Donc, en gestion directe, donc avec un conseil d'administration jusqu'au 1er janvier 2024. Et on a fusionné avec une fondation en 1er janvier 2024. C'était aussi une de mes demandes au niveau de mon conseil d'administration, puisque à seul, effectivement, on est plus réactif, mais on est plus fragile. Oui, bien sûr. Je prends toujours l'exemple que je me suis cassé une épaule un lundi. Le jeudi, j'étais au boulot pendant 2 mois avec un bras en moins et 2 mois de rééducation. Et je me suis dit, j'ai le droit d'être faillible. Et seul, je ne pouvais pas. Donc, le conseil d'administration a décidé de s'orienter sur une fondation du Grand Est. Et donc, on est fondation, on est une structure, on est plusieurs EHPAD. Il y a de l'hospitalier, il y a de l'enfance et il y a de l'insertion. Alors, tu as répondu à la question suivante que j'avais, qui était aussi pour te chambrer un peu. J'avais mis hormis le salaire, bien évidemment. Qu'est-ce qui t'a motivé en tant qu'ancien éducateur spécialisé à diriger un EHPAD? Donc, tu y as répondu. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est quand même très original comme prise de décision, tu as souhaité renommer donc la maison Saint-Joseph en village Saint-Joseph. Qu'est-ce que cette différence apporte au quotidien pour les résidents, les familles et le personnel? Alors, c'est une différence vraiment sémantique au départ, mais quand on le prononce tous les jours, c'est déjà plus la même conception. Je suis au village Saint-Joseph, je suis pas à l'EHPAD Saint-Joseph. L'EHPAD, quand tu l'as éplé au départ en disant la définition de ces initiales, là, c'est dur, ça n'a pas de sens. Je préférais maison de retraite déjà avant. Et je trouvais que l'idée de ce village où on a un lieu de vie, on a un lieu de joie, effectivement, on a aussi un lieu de mort, il fallait qu'il y ait une autre connotation. Donc, on a joué sur ce système-là, village. J'avais rencontré des EHPAD qui avaient déjà eu cette approche-là, et qui s'appelaient peut-être pas village, mais voilà, avec une place du village, avec des rues, avec on a notre troubadour, on a sur la note d'humour, j'étais devenu le maire, le maire du village d'un point de vue médiatique, mais c'est important, les gens, c'est leur lieu d'habitation. C'est leur lieu d'habitation. On n'arrête pas de dire qu'un EHPAD, c'est leur lieu d'habitation. Et pourtant, on est sur des chambres, on est sur des choses très hospitalières. Et moi, je voulais quitter vraiment cette dominante hospitalière et plus être dans une approche hôtelière et humaine, d'où le village. Voilà. Ok. Il faut expliquer aussi que quand je parlais du fait que tu sois disruptif, tu as transformé donc ce qui était au départ un EHPAD ou une maison de retraite donc en un lieu de vie dans lequel maintenant tu proposes d'accueillir des jeunes start-upers, donc de jeunes entreprises, des étudiants. Et en fait, tout ce monde-là se mélange, ce qui crée une osmose que l'on trouve quand même qui est assez unique. Donc, pour y être allé, donc on croise des chiens, on voit des chats qui se baladent dans l'EHPAD, on croise des jeunes qui viennent travailler. Et puis, au milieu, il y a également une chapelle dans laquelle est organisé des concerts, des conférences, etc., etc. Est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de tout cela? Comment cette idée d'accueillir des entreprises
t'es venu? Donc, avant d'être sur la fondation, je travaillais pour une communauté religieuse, Ouais. donc les sœurs de la doctrine chrétienne. Et ces sœurs, elles ont toujours été sur l'éducation. Mhm. L'éducation des jeunes filles, elles nous ont toujours dit, nous, on veut que les directeurs se forment. Elles nous disent, Ok. si vous voulez voyager, on vous aidera. Et donc, on les a pris au mot avec les 3 directeurs. Donc, je suis parti à Montréal, je suis parti à San Francisco, en Belgique, Luxembourg, pour aller voir ce qu'ils faisaient ailleurs. Et l'histoire des startups, c'est San Francisco où j'ai rencontré un EHPAD qui avait développé quelque chose de numérique qui était novateur. C'est le fameux Fog Paro. Je sais pas Mhm. si tu vois ce que c'est, un Fog Paro. Il a plein de capteurs sensoriels. C'est très apaisant pour des gens qui sont désorientés. Et puis, alors déjà, je trouvais ça fun de faire venir des entreprises dessus. Et alors là où ça a été le summum, c'est qu'il dit, bah, vous voyez, le Fog Paro, là, ça vaut $6 000. Très bien. Et il nous sort un chat. Alors, je me rappelle, je donne des marques, hein, Hasbro. Et il dit, bah, ça vaut $120. Et ça fait le même effet. Et j'ai adoré cette idée-là de dire, bah, on revient sur des choses rationnelles, on est sur l'innovation, on va nous vendre un produit à $6 000 qui est très très bien, et celui à $150 fait le même Fait le effet même job. pour des patients. Et donc quand je suis rentré, je dis, alors déjà j'ai acheté les fameux chats Hasbro, alors ça faisait 115 euros à l'époque, et je suis allé faire le tour des couveuses d'entreprises sur Nancy, Mhm. en disant, bah voilà, on a un lieu de vie. Donc, je suis allé voir. Il y en a un qui développait développement de mobilette, une autre qui s'occupait une entreprise de promenade de chiens, un autre sur les trucs de vacances. Et j'ai expliqué, bah, dans l'EHPAD, on est dans un microcosme, mais on touche tout. J'ai des familles, des résidents, j'ai des salariés qui sont également parents. Et donc, en ouvrant cette structure-là, ce champ-là, on avait développé des choses nouvelles. Et c'est dans cette idée-là que je me suis dit, on va travailler sur le futur. Sur la conception, moi, d'un EHPAD du futur. Et puis, tu parlais que c'était un lieu de vie. Je pars aussi d'un principe qu'un établissement, quand il est ouvert tout le temps et qu'on peut y venir n'importe quand, ben, on n'a rien à cacher. Et C'est ça vrai. enlève toute cette notion euh, stigmatisante d'EHPAD bashing qui nous fait du tort depuis Ouais, longtemps, tout à où c'est fait. un lieu de maltraitance et autres. Tu viens à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit dans mon établissement, tu peux te promener. Et je rappelle qu'un EHPAD est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le résident, il rentre et il sort comme il veut. Et je le dis dans les médias à chaque fois, les horaires de visite qui sont imposés, c'est un abus de pouvoir des structures. Le résident, il veut recevoir sa fille à 23 heures, il doit pouvoir la recevoir, ou si elle veut repartir à 23 heures. Après, il y a des règles de savoir-vivre à avoir. Nous, par exemple, les visites, on les préconise entre 10 et 18. Pourquoi? C'est pas parce qu'on veut cacher en dehors. La personne, elle peut venir à 8 heures. Ben, avant, il y a des toilettes. Après, les gens, ils sont un peu plus fatigués. Donc, on privilégie ces moments-là. Mais on a des familles qui viennent très tôt et qui repartent très tard. On a des gens qui peuvent venir dans nos lieux. Et donc, l'ouverture de l'EHPAD, c'est ça. Moi, tu prends pas rendez-vous dans mon établissement. Tu viens le visiter quand tu veux. Et ce qui fait que les équipes sont aussi dans ce mode de fonctionnement-là. Euh, je tiens juste aussi à repréciser que quand on parlait de village et de rue, je suis juste un accélérateur. Les choix qui ont été faits, des noms de rues, tu parlais de l'avenue de la Mirabelle et autres, c'est les résidents qui l'ont choisi. Le village Saint-Joseph, ce sont les résidents qui l'ont choisi. On est dans mon mode de management, que ce soit au niveau des équipes ou avec les usagers et les familles, c'est le management participatif. Donc ça aussi, c'est la différence. On a parlé de la crise de l'Ukraine là, avec l'histoire du chauffage. C'était un choix. Alors c'était pas en mai, c'était même plus tôt. C'était à partir du mois de mars. On commençait à couper parce que on avait explosé en gaz. C'était un choix fait avec le personnel. Le Covid en 2020, en juin 2020, on va déjà à contre-courant sur les restrictions de liberté euh, qui ont été imposées et vécues. Parce que je rappelle, c'était pas des directives, c'était des préconisations qui étaient données par la direction générale. Et notre établissement, on l'a ouvert en juillet 2020. C'est-à-dire que nous, les familles pouvaient venir en juillet 2020 rencontrer leurs proches. Alors j'avais embauché du personnel qui accompagnait les résidents, les familles dans les chambres. Après, on faisait une désinfection de la chambre. Et donc, ce qui fait on a réduit tous
les risques de glissement. Et à l'époque, parce qu'on avait ce travail collectif, par exemple, participatif, avec les résidents, les professionnels et les professionnels soignants, on s'était dit en mars 2020, non pas mars, avril 2020, on se dit la crise du Covid, elle va durer jusqu'au premier trimestre 2022. Et on ne s'est pas trompé. Donc Ouais, tout à fait. on pouvait pas enfermer des gens. On venait déjà de le faire. C'était d'une violence énorme et je l'ai fait et j'en ai souffert, j'en ai pleuré. Et de se dire, bah, il faut qu'on repense tout notre mode de travail. Et donc, c'est une combinaison de mes voyages qui ont été faits en 2019, 2018, 2019, mes voyages d'études, ce qu'on vit en 2020 et cette notion de droit et liberté des uns et des autres. Et donc, c'est cette combinaison qui fait qu'on nous vend. Et pour finir sur les startups et autres, ouais, c'est un choix. Si on veut faire de l'innovation, bah, faut prendre des risques. Et puis, bah, souvent, j'avais des entreprises, quand j'ai commencé à tourner, qui venaient avec des idées. Et moi, leur idée était en décalage avec la réalité de terrain. Et comme j'avais des espaces, bah, je leur ai dit, bah, venez développer vos idées chez nous. Donc avec des designeuses, on bosse avec l'école de design de Nancy, on faisait des workshops pardon, dessus, et on partait sur des thèmes, et à chaque fois, c'est ça. Et d'avoir un designer qui n'est pas dans le médico-social, alors même si on parle du care design maintenant, il va pas penser la même chose que toi. Et c'est la différence de point de vue qui fait qu'on avance. Et je veux continuer et je rêve de continuer à ne faire plus que ça, de confronter la réalité avec des gens qui ont une autre réalité et de travailler sur un futur où moi j'aurais envie d'être dans un EHPAD. En gros, le projet EHPAD, pour moi, bah, je dis aller au village de Saint-Joseph, c'est un village où j'aurais envie d'aller si demain je deviens dépendant. Donc je crée un village dans une vision de ce que j'aimerais pouvoir bénéficier en tant qu'individu. Et je partage cette vision puisque, effectivement, moi-même, bien qu'ayant 43 ans, typiquement, c'est effectivement un endroit dans lequel je me verrai très bien. Quelle est la principale idée reçue sur les maisons de retraite que tu aimerais déconstruire? Alors, je crois que c'est une transition un peu avec ce que tu viens déjà de dire. Bah, c'est un lieu de vie et on n'est pas sur une privation de liberté. On a parlé de l'EHPAD bashing, on nous a souvent associé à un milieu carcéral, mais c'est d'une violence énorme. C'est pas du tout ça. On vit dans un établissement, on rit, on pleure. Oui, on est malade, c'est la vie et c'est un lieu de vie. Il n'y a pas de privation de liberté, c'est un lieu de vie et d'envie. C'est le lieu d'habitation des résidents. Moi, je voudrais aller plus loin, mais après, on est pris avec des réalités économiques, comme tu l'as dit. J'aimerais que les résidents arrivent et puissent choisir son papier peint. Alors, son meuble et ses meubles, ils peuvent déjà agencer. Alors, on a des contraintes en tant qu'employeur, un lit médicalisé pour pas qu'il y ait trop de risques au niveau des professionnels. Mais je voudrais vraiment qu'on soit sur cette ouverture-là. Je pense que le schéma architectural des EHPAD doit évoluer. J'ai réfléchi, j'ai écrit un peu sur ça. Là, on est sur des chambres de 20-23 mètres carrés. Nous, c'est un EHPAD qui a été créé en 2004. Donc, les chambres font 20 mètres carrés avec salle de bain comprise. Je pense qu'idéalement, il faudrait être à 30-35 avec un petit patio pour recevoir. Et c'est ça, il faudrait penser à ça. Et je ne sais pas comment on va y arriver avec l'évolution Pépi Boomer qui arrive et on n'est pas du tout prêt à y faire face. Mais effectivement, c'est un véritable sujet et notamment, c'est vrai que tu as une approche qu'on pourrait qualifier d'hôtelière. Mais comment tu arrives à concilier en fait le confort et la personnalisation avec les contraintes d'une structure collective et puis les contraintes sanitaires auxquelles tu dois faire face? C'est un travail de tous les jours, ça c'est sûr. L'avantage, c'est de le partager. Quand des choses que je peux avoir ma vision. Si je dois améliorer, je vais aussi m'adresser aux professionnels qui sont sur le terrain, qui vont faire. On va travailler ensemble, donc les usagers. Et puis, moi, je devrais être le garde-fou économique de tout ça. Et puis, là, je reviens sur la restriction de liberté. Et tu as parlé de sanitaire. Je suis un établissement médico-social et pas un établissement sanitaire. Mmh. Donc, les normes sanitaires qu'on nous impose, les blues et tout ça, c'est pas le lieu d'habitation. Et il faut
faut casser tout ce système-là. Dans notre approche, on est sur une approche humanitude. Notre personnel est en tenue civile. Demain, tu dis t'aimerais y vivre. Est-ce que tu as envie d'aller manger dans un endroit où tu es servi par des blouses blanches? Moi, non. Déjà, il y a la contrainte Oui, c'est vrai, t'as raison. de la restauration collective. Donc moi, j'aimerais que ça soit des restaurants, mais qu'on puisse être encore plus modulable avec des mini-appartements et que si la personne, elle peut cuisiner, elle cuisine. Nous, toute notre salle de restauration avait un espace cuisine pour que les résidents puissent cuisiner, même si petit à petit, ils perdent cette envie de faire. Donc, c'est trouver la notion d'envie. Et puis, là, c'est là où moi, j'interviens, de trouver l'approche économique. Et l'approche économique, pour faire des choses nouvelles, marche souvent par l'innovation. Il est souvent beaucoup plus facile de répondre à des appels à projets sur des choses innovantes et puis après qui deviendront peut-être la norme au niveau du travail. La télémédecine, j'ai mis en place dans mon établissement en 2014. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Alors maintenant, avant, j'avais une machine qui coûtait 30 000 euros et maintenant, on fait de la télémédecine avec un téléphone. Mais à l'époque, tout avait été financé par des fonds publics. Alors, on va revenir sur le numérique, mais et notamment sur tout ce qui est numérique et digital. Mais j'avais encore quelques questions par rapport au secteur des seniors, particulièrement donc celui que l'on appelle le secteur des EHPAD. Ce secteur est confronté à de nombreux défis, tant financiers que humains. D'après toi, comment les choses vont-elles évoluer? Puisque c'est vrai que l'actualité récente de certains groupes qui gèrent des EHPAD a fait que on a mis le doigt sur une multitude de problèmes. Est-ce que enfin les Français prennent conscience de ces problèmes-là? Est-ce que les choses évoluent? On est effectivement dans une phase économique compliquée. C'est le débat du moment gouvernement. Ça va être le débat social de la rentrée avec un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va employer un chat. Moi, aujourd'hui, j'enlève l'immigration. Il y a presque 40% de mon personnel qui est en moins dans mon établissement. Donc, il faut les former, il faut les accompagner. Donc, ça, c'est aussi une problématique. J'aimerais déjà qu'on change, si on toujours aussi de la sémantique. On dit on dépense dans un EHPAD. Donc à chaque fois, les EHPAD coûtent. Et on ne le voit pas comme un investissement, mais c'est souvent le discours, je ne veux pas qu'il soit politisé, mais un discours de dire il faut investir dans le social. Et ce n'est pas une dépense. Quand moi, aujourd'hui, on reçoit, le budget de l'EHPAD, c'est 5,5 millions d'euros. Et je pense sur ces 5,5 millions, il y a 3 millions qui sont des financements territoriaux, collectivités locales et l'État. Mais quand l'État me verse le salaire d'une infirmière, l'infirmière, c'est pas une somme qui disparaît dans l'EHPAD. Cette infirmière, elle va s'acheter sa maison, elle va consommer et autres. Bien Et sûr. donc, il faut voir ça comme un investissement. Et si on n'investit pas sur nos seniors, on va avoir une vraie problématique. Alors après, le système de redistribution est compliqué et arrive à sa fin et j'ai pas de réponse. Là-dessus, je suis assez inquiet. Il y a 10 ans, je ne parlais pas de fermeture d'EHPAD. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'EHPAD qui ferment par an. Et donc, ça pose un vrai problème, alors qu'on doit, Au contraire. on doit repenser les nouveaux systèmes. Et puis, on va avoir plein de seniors et on a moins de gens pour s'occuper d'eux. J'ai pas la bonne réponse. J'y réfléchis, mais j'ai pas la bonne réponse. C'est vrai qu'on a ce pépi boom qui arrive. Et en préparant ce podcast, cette rencontre, en fait, j'ai une question qui systématiquement revient. Mais finalement, nous, Français, sommes-nous radins dès qu'il faut mettre la main à la poche pour nos aînés? Puisque c'est vrai que je trouve que les Français et nous-mêmes, enfin, les Français ont une relation finalement particulière avec leurs aînés. Alors, pour être allé voir d'autres systèmes financiers de la dépendance, entre autres les États-Unis, les Français sont pas radins. D'accord. Sur des modes, je suis allé visiter des établissements, des grosses résidences, c'était plutôt à Montréal.
Ils vont dire, bah voilà, une personne âgée, elle a une maison qui vaut 300 à 400 000 $, plutôt 400 000 $, et on va partir que ces 400 000 $, ils vont venir financer sa dépendance les 6 ou 10 dernières années de cette personne-là, et ça a été fait comme tel. Mais il n'y a pas de financement public. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu des EHPAD, on parle souvent des expériences nord-américaines sur le Québec qui sont en avance et autres. J'ai vu des EHPAD dits publics pour des gens qui n'ont pas les moyens. Je vous assure qu'il vaut mieux être dans un EHPAD en France. Donc là-dessus, moi, je ne vais pas critiquer le système français. Parce que aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas les moyens pourra venir en EHPAD, il y a l'aide sociale. Après, c'est une question aussi en lien avec le patrimoine et le coût de la vie basiquement. Quand moi, je suis un des EHPAD les moins chers à 2200 €, rien qu'en tarif hébergement, avec la dépendance, ça va faire 2400 €, qui aujourd'hui a une retraite de ce montant-là? Personne. Ouais, c'est clair. Donc, on est en train de contribuer sur du patrimoine, mais tout le monde n'a pas du patrimoine. Donc là, je ne sais pas, je suis pour un système de redistribution, ça c'est sûr, parce qu'on a cette chance-là. Demain, on ne sait pas, tu en as 43, j'en ai 52, on a un accident de la vie, ben, la société française va pouvoir m'accompagner si j'ai un gros incident. Je reprends toujours aux États-Unis, quand j'y étais il y a 6 ans, tu te casses un bras, c'est 12 000 $. Comment tu fais quand tu es ouvrier pour payer 12 000 $? Donc, j'ai pas la bonne réponse. Je regarde sur les pays scandinaves, je trouve pas mieux, mais c'est encore des pays où la taxation est encore. J'étais en Suède il y a pas très longtemps, où la taxation est beaucoup plus élevée. On est à de l'ordre quasiment de 50%. Ah oui, d'accord. Ok. Et leur système est similaire au nôtre. Alors pour positiver, c'est vrai qu'on peut se dire, alors je pense notamment à l'un de mes amis, Victor Perazzi, qui travaille pour une start-up qui s'appelle Merci Prosper, et on voit finalement qu'il y a une multitude d'entreprises et que le tissu économique autour finalement du secteur des seniors se développe, et une multitude de nouvelles solutions se créent, notamment pour venir aider les seniors dans le cadre du financement de leur maison de vie. Nous avons commencé à en parler sur tout ce qui est télémédecine. Est-ce que tu peux nous donner l'exemple d'une évolution technologique qui a eu un impact fort sur le bien-être des résidents? Nous, on l'a vu récemment, puisque nous développons de nombreuses bornes dans les EHPAD, et on voit que finalement, ça devient un lieu de rencontre où les gens vont pouvoir travailler, regarder les photos des événements, etc. Est-ce que vous avez mis en place des solutions de ce type ? Nous, là, on vient de mettre en place la casque à réalité virtuelle, Oui. qui marche très très bien. On est sur un projet de musée participatif numérique où des résidents vont pouvoir échanger sur des œuvres Génial. et les gens vont pouvoir visiter. On pourra visiter, c'est un double intérêt. Souvent, dans tout ce que j'essaye de mettre en place, c'est qu'il y a un double intérêt. C'est-à-dire que là, on va faire quelque chose d'interactif pour les usagers, mais on va pouvoir mettre en ligne aussi une carte virtuelle de notre établissement pour pouvoir se déplacer dedans. Donc ça, je trouve que la réalité virtuelle, on vient de la mettre en place. Les casques VR, ça fait un tabac. Après, la télémédecine a été un des éléments intéressants d'évolution. Alors, il faut faire face par rapport à la problématique qu'on a de médecins. Moi, c'est des médecins généralistes qui viennent dans mon EHPAD. Et j'en ai de moins en moins. Là. Il y a une génération qui est entre 62 et 67 ans, qui dans 2 ou 3 ans, ils sont à la retraite. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc ça, ces téléconsultations numériques qui étaient peu concevable il y a 10 ans, en 2014. Oui, c'est ce que j'allais dire, exactement. Mais en place, personne ne voulait faire un diagnostic. À l'époque, on voyait un dermato en visio. Il fallait que tu ailles au cabinet pour avoir un diagnostic. Aujourd'hui, on a évolué sur ça. Donc, le numérique va permettre de pallier certaines choses. Après, dans l'évolution du numérique, ce qui pourrait nous amener, je crois fortement à la notion de domotique. La domotique qui va être en amont de l'EHPAD. Et il faut qu'on trouve, aujourd'hui, ce qu'il manque, c'est on passe du domicile à l'EHPAD et ça peut être hyper violent.
Je pense qu'il faut qu'on travaille sur quelque chose en amont, des résidences intermédiaires. Alors, on a parlé en off de résidences-services ou des résidences qui sont liées avec des EHPAD. Nous, on a une douzaine d'appartements en amont de l'EHPAD. Les gens viennent là et ils font de l'interaction avec l'EHPAD. Et déjà, ils vont connaître l'EHPAD et ça sera moins violent. Et on peut mettre de la domotique chez eux pour s'assurer un minimum de sécurité et que la personne soit pas seule, ou même les dents. Demain, je suis vieux, je suis avec mon épouse, on devient fortement dépendant, on a envie d'être ensemble, on n'a pas envie de chacun d'être dans une chambre au niveau d'un EHPAD. Et ben, je voudrais une structure style appartement, résidence-service avec des dispositifs et puis de la domotique, du numérique qui va me permettre d'avoir une intervention au besoin. Et après, j'irai peut-être en EHPAD quand je deviendrai fortement dépendant. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, nous avons tendance à penser que le digital et le numérique, en tout cas, c'est perçu comme un outil déshumanisant. Et en fait, là, au contraire, on se rend compte que ça permet de renforcer le lien et même l'humanité dans l'accompagnement des résidents. Quel outil ou technologie as-tu mis en place au village Saint-Joseph? Qu'est-ce que tu as mis en place? Des tablettes, des logiciels de gestion des soins? Est-ce qu'il y a des choses... J'ai des tablettes qui accompagnent les soignants. Okay. Donc, on a la traçabilité, on a le dossier du patient, si on est sur une donnée médicale, le dossier de l'habitant qui en fait partie. Après, tout, on a accès à distance. Donc, d'accord. Donc, on n'est plus sur des logiques de serveurs. Sorti de ça, j'en ai pas beaucoup plus au niveau de Saint-Joseph. On a déjà réfléchi demain à avoir des capteurs domotiques pour des polyshooters dans des chambres. C'est des réflexions. Après, il y a cette notion de droit à l'image, droit d'intimité. Il faut qu'on puisse gérer sur tout ça. Et je voulais revenir sur un peu une chose qui, pour moi, va révolutionner. On revient sur l'IA. Demain, si je reviens avec une combinaison de domotique, c'est une chose auquel je réfléchis aussi en ce moment. C'est de dire, on met des capteurs chez les gens, sur l'eau, sur l'électricité, sur le gaz, sur tout ça, tu as des capteurs. Pourquoi sur tous ces éléments? Je pense que si on suit des patients, des résidents qui sont à leur domicile, et que demain, il y a un algorithme ou via une IA qui va dire, tiens, là, il laisse son gaz allumé. Là, il y a l'eau qui coule, il a oublié de le fermer. C'est des choses qu'on retrouve régulièrement sur des gens qui vont avoir une maladie d'Alzheimer chez eux. Tiens, je suis arrivé, ça fait 2 jours que l'eau, elle coulait, et ma mère, elle n'a rien vu, elle s'en rappelait plus. Et bien, d'avoir ces indicateurs combinés avec l'IA, on en a parlé sous couvert médical lors de notre dernière rencontre, en disant qu'aujourd'hui, les diagnostics faits par l'IA étaient meilleurs que n'importe quel médecin. Et de plus en plus, des médecins le disent. Et bien, de dire, si on combine ça avec des capteurs, on va peut-être pouvoir faire beaucoup plus de prévention sur des maladies neurodégénératives, par exemple, et repousser. Si demain, j'interviens plutôt chez une personne qui a un début d'Alzheimer ou des choses chez elle, donc je vais la maintenir chez elle, je vais pouvoir alléger son aidant et puis je vais repousser son arrivée en EHPAD qui, pour moi, devrait rester de plus en plus sur quelqu'un qui est fortement dépendant et on n'a plus de solution intermédiaire au domicile. Alors, plus spécifiquement, quels sont les défis justement de l'intégration de nouvelles technologies dans un environnement comme le vôtre? Parce que la sécurité et la simplicité d'utilisation sont primordiales. Est-ce que vous avez des défis par rapport à ça? Est-ce que les résidents sont... comment les résidents se comportent, par exemple, par rapport à ces solutions-là? Les résidents ont fait de telle sorte qu'ils ne sont pas impactés. D'accord. Et je dis, ils n'ont pas à les impacter. Celui qui veut travailler sur des tablettes, il travaille. Il faut savoir que nous, à Saint-Joseph, on a la fibre partout. Et si j'ai une coupure de fibre, j'ai beaucoup d'habitants qui me sautent dessus parce qu'ils utilisent des tablettes, ils communiquent sur Internet, ils ont 95 ans et autres. Des fois, la plus grosse difficulté, c'est plutôt l'accessibilité pour les professionnels. D'accord. Voilà. C'est des fois plus les professionnels, parce qu'on les forme au médical, où j'avais déjà ça dans le médico-social aussi avec les éducateurs spécialisés, mais il n'y a pas du tout d'approche numérique.
on pense que nos générations, les générations qui arrivent, ont un rapport facile avec l'électronique, mais non, ils ont avec leur téléphone. Et donc, il faut quelque chose, avoir un raisonnement d'aller travailler sur un nouveau logiciel. Il faut que ces logiciels, je cherche le terme, qu'ils soient faciles d'accès. Oui. Il faut vraiment la facilité d'accès parce que ça va être les professionnels qui vont être qui vont plus bloquer sur ces évolutions. Demain, l'IA, je vois pas en quoi ça pourrait impacter le résident, si nous, ça nous aide dans Ouais, notre bien gestion. sûr. Et dans toutes les réflexions, moi, la technologie ou le numérique, c'est pas pour remplacer l'humain, c'est pour le décharger de certaines tâches pour que justement il se remette sur le résident. Je réfléchis depuis un certain temps avec des collègues sur des robots de nettoyage dans mes espaces communautaires. Pas pour enlever des professionnels, mais que le professionnel qui va passer la serpillière sur 2 heures ou avec une C'est machine, clair. Mhm. eh ben, ces 2 heures-là, il va pouvoir les passer auprès de l'usager. C'est vraiment dans ce sens-là. Et ça, c'est important. C'est pas dans une notion d'économie, c'est dans une notion humaine. Et je pense que la technologie peut nous amener tout ça. Mais ouais, enfin, nous en sommes convaincus chez Digileur Santé et c'est effectivement notre fer de lance que d'expliquer que le digital et le numérique, par la gestion en fait des tâches administratives un peu rébarbatives, permet de pouvoir apporter de l'humain aux gens qui en ont besoin et surtout pouvoir redonner du temps pour des tâches qui ont du sens. Voilà. Peux-tu, s'il te plaît, nous confier une anecdote, un moment de vie avec un résident qui t'a marqué? Ouais, j'en ai un qui me vient souvent, alors peut-être qu'il va dénoter. Hein. C'était 2015, c'est au moment du Bataclan. Oui. On a une délégation marocaine qui vient visiter les EHPAD parce le Maroc réfléchit de plus en plus à ces maisons de retraite, hein, puisqu'ils vivent la même chose en décalage. Les gens quittent la campagne, vont à la ville et il n'y a plus personne pour s'occuper des seniors. Et on se promène avec cette délégation mixte qui est dans l'établissement et il y a une sœur qui arrive, parce que les sœurs de la doctrine pour qui je bossais, elles ont bossé leur vie beaucoup au Maghreb. Et puis elle parle des événements qui l'affectent beaucoup. Et cette sœur, elle dit, est-ce que vous permettez à ce qu'on lise la première sourate du Coran? Un truc. Et elle récite la première sourate du Coran, donc c'est une sœur, une religieuse catholique, qui lit Génial. la première sourate du Coran, qui est il y a un seul et unique Dieu et tout ça. Et tout le monde se met un peu à prier. Hein. Après, même si on est des structures laïques, c'est libre de chacun. Et ça crée un truc de dingue, une émotion. Et là, il y a une personne, une femme de la délégation marocaine qui éclate en sanglots et qui dit, ma sœur, c'est grâce à des religieuses que j'ai eu une éducation. Et c'est grâce à vous que j'ai pu aller faire des études. Et donc, j'ai vécu un truc un peu Solaire. Solaire, Ouais, absolument. œcuménique ou même sur laïque, parce qu'on pourrait se tout à fait. revenir sur ça. Et c'est vraiment un élément qui m'a marqué. Voilà, tu vois, c'est le premier qui me vient. C'est un peu en dehors de ce qu'on a vu, mais, non, mais c'est très beau. cette notion d'humanité qui est hyper importante, intergénérationnelle, interculturelle et culturelle. Alors, merci pour ce beau témoignage. Il y a quand même un point que je souhaite aborder. Par humilité, tu n'en parles pas, mais le village Saint-Joseph a été victime d'un terrible événement au mois de mai, puisque vous avez connu un incendie. Je pense que c'est sans aucun doute ce que redoutent tous les directeurs d'EHPAD. J'aimerais juste mettre la lumière sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que pour en avoir discuté avec toi, nous de l'extérieur, en fait, on n'imagine pas tous les process qui ont pu être mis en place déjà au départ pour éviter tout accident et puis aussi pour replacer l'ensemble, trouver un hébergement pour l'ensemble des résidents, pouvoir gérer également le personnel. Quelles ont été les choses finalement les plus compliquées à gérer ? Les plus compliquées, les émotions qui t'assaillent pendant ce moment-là. Ouais.
Alors, je vais parler pour moi, tu vois, même si je suis encore fébrile à la manière d'en parler, ou tu as parlé de chef d'orchestre à un moment, et c'est comme ça que je me définis, où tu n'as pas le droit à être faillible encore. Ce moment-là, c'est hyper important. Après, le fait d'être dans une fondation aussi a amené beaucoup de solidarité, et on s'est retrouvé à créer une cellule de crise. Alors moi, j'ai une formation en amont de gestionnaire de cellules de crise, et qui m'a servi, puisque on a cette hantise toute notre vie professionnelle, et il faut y faire face. Après, la plus grande difficulté, j'ai pas, c'est maintenant la manière de gérer sur des EHPAD éclatés, mais j'ai eu confiance au réseau, et ma manière d'être sur le management participatif, ou le fait que je sois à l'aise dans les réseaux, et que j'aime réseauter, que j'aime les gens, et que je vais voir les gens, je pense, a été facilitateur pour le relogement. La Meurthe-et-Moselle a toujours été un département très acteur, très proche de nous. Le département et l'ARS étaient là, et avec une sorte de communauté des directeurs d'établissement, même si ça balbutie depuis quelque temps. Mais et ben voilà, ça a été l'effet quand tu vois qu'on réussit à héberger plus d'une centaine de personnes en une journée avec une solidarité. On avait même encore des places disponibles, sur ça. Donc c'est ça. Et alors après, il y avait ce management participatif, les proximités avec les résidents et le personnel, fait qu'il y a eu une énorme résilience, autant des habitants que des professionnels. Et ce qui fait que beaucoup de résidents n'ont pas vécu ce drame. Là, où il y avait au milieu des pompiers, on était tous ensemble, il y avait l'animateur qui jouait de la gratte, on allait chercher de la restauration avec les locaux, le Auchan, le McDo qui nous ont amené à manger. Je me rappellerai toujours d'une résidente qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Bon, hormis le fait qu'on soit tous en vie, c'était une chose. Et je pense que c'est tout ça, c'est un tout, il n'y a pas un process. Le fait d'être participatif et d'être sur une approche humaine, humaniste, humanitude, tout ça fait que c'est sur de l'humain. Et voilà, donc et le plus dur pour moi était j'ai eu quelques failles, quand mon épouse est venue nous donner un coup de main, je la vois arriver, je me dis il est 10h du matin, je vais m'effondrer. J'ai eu le soir à 18h, quand je vois tous mes collègues et je les remercie pour le travail fourni et leur accueil, je m'effondre aussi. Et c'était la plus grosse difficulté était pour moi, c'est de monter ce côté affect où je devais pas faillir. Oui, j'imagine. Voilà. Alors, évidemment, c'était volontaire de ma part parce que en fait, je pense que toute la ville de Nancy a été émue par ce qui vous est arrivé, et je tenais par cette action aussi à souligner et à vous porter tous les meilleurs sentiments, et bravo à ton équipe, bravo à toi pour ce que vous avez fait. Pour finir de façon plus légère, je vais te poser quelques questions perso, comme dirait Audiard, façon quiz. Donc l'idée c'est que tu répondes rapidement, et voilà. Alors, Antoine, t'es plutôt foot ou rugby? Rugby. Bière ou vin? Ah, difficile. J'ai été longtemps que vin, et la bière est pas mal, mais je le supporte moins au niveau organisme. Ouais. Pour la troisième mi-temps? Ouais, non, je reste vin. Vin, okay. C'est ma vie annexe. Plutôt chat ou chien? Chien. Team fondue ou team raclette? Raclette. Balade en bord de mer ou ascension en montagne? Bord de mer. Running ou vélo? Je peux faire plus que le vélo maintenant. Donc, Plutôt sport à 6h le matin ou le soir à 22h? 6h du matin. Sucré ou salé? Salé. Une soirée improvisée réussie, c'est apéro charcut de fromage ou pizza? Apéro charcut de fromage. La chose que tu ne pourrais jamais faire, gérer une caisse de supermarché ou supporter une journée sans café? Café. Ton super pouvoir caché, ce serait de lire dans les pensées des résidents ou d'avoir toujours le dernier mot aux réunions de direction? Pensée des résidents. Ton film préféré, c'est? Oula.
Je peux faire un grand écart. Hein. C'est Dernier des Mohicans ou Breaking the Wave. Ok. Ton plaisir coupable, c'est une barre de chocolat en cachette ou une sieste de 10 minutes en plein milieu de la journée? Barre de chocolat. Si le Village Saint-Joseph était une série télé, laquelle il serait? Donc une série qui existe? Oui, ou qui a existé. Friends. Ah, j'en étais sûr. Dernière question, la devise du village. Rien n'est impossible, sauf retrouver la télécommande de la télé, ou le rire est le meilleur des médicaments et le moins cher. Bon, le rire. Ok. Antoine, merci. Merci Gaël. pour tout. Le mot de la fin te revient. Merci pour cet échange. Hein. C'est toujours un plaisir. Gaël, d'échanger avec toi, même derrière une caméra ou devant un micro, je ne sais pas. Merci pour ça. Et difficile d'en rajouter un peu plus, parce que pendant 1 heure de parler de soi, c'est compliqué, mais merci. Bon, merci et bravo pour renverser la table de ce secteur d'activité qui mérite qu'on soit disruptif comme tu peux l'être et de toute l'humanité que tu apportes. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.